Bethesda, à une demi-heure de voiture du centre administratif de Washington, du Capitole et de la Maison-Blanche. Dans cette ville résidentielle de 55 000 habitants, où le corps de John Fitzgerald Kennedy avait été autopsié au lendemain de l'attentat de Dallas en novembre 1963. Cette ville aussi qui a vu naître le ministre français de l'Éducation nationale, Luc Chatel. Cette ville enfin qui compte le plus fort taux américain d'universitaires de haut rang. Dans cette ville se trouve surtout un des parcours de golf les plus fermés des États-Unis. Il s'appelle le Congressional. Nous y sommes cette semaine, mais en simple invité. Bethesda, comme St Andrews en Écosse, n'ouvre pas toutes ses portes. Le Clubhouse reste exclusivement cette semaine ouvert aux joueurs et aux membres. Mais la restriction est faite avec tellement de doigté et d'élégance qu'elle ne choque au bout du compte personne. Car tout a été mis en œuvre pour qu'à Bethesda, tout le monde se sente bien. Journalistes, commissaires, cadets, joueurs et bien sûr public. Ce public américain qui, chaque année, honore où qu'il se trouve son Open. Plus de 100 000 personnes ont franchi les portes du Congressional depuis le début de la semaine, des chiffres presque équivalents à ceux qu'affiche chaque année le British Open. Mais sur cette manière d'accueillir et de séduire, un voyage dans les coulisses de l'US Open est révélateur. Dans cette salle de presse de plus de 2500 mètres carrés travaillent tout au long de la semaine environ 900 journalistes venus de 45 pays. Suivez-nous maintenant jusqu'au Merchandising Center. Cette tente de plusieurs milliers de mètres carrés accueille par jour environ 20 000 personnes. Celui qui sait qu'il ne reviendra jamais achète de tout, pourvu que figure dessus le logo du tournoi, tout et avant tout l'inutile, juste pour rendre l'éphémère un peu plus durable. Autre particularité de ce public américain, c'est qu'il ne reconnaît comme seule valeur golfique que la nationalité américaine. Frappant, étonnant, durant les 2 premières journées, les numéros 1, 2 et 3 mondiaux ont joué leurs 2 tours dans un anonymat quasiment parfait, alors qu'à l'inverse, chaque bon coup tapé par un Américain, quel qu'il soit, provoquait des tonnerres d'applaudissements et d'exclamations en tout genre. Des cris, du raffut, avec lequel Grégory Havret a vécu chacune de ces 3 premières journées pour 2 raisons. La première est qu'il a tout le temps eu un joueur américain à ses côtés, et la seconde est que ce public l'a, lui, Grégory Havret, véritablement adopté. J'entends beaucoup mon nom, les gens effectivement se souviennent de ce Pebble Beach l'an dernier et c'est sympa, forcément, moi ça me fait plaisir de jouer aux États-Unis dans l'un de leurs plus grands tournois et de se sentir entre guillemets un peu reconnu et voire apprécié, donc ça évidemment c'est sympa, d'autant plus un samedi. Je suis content de confirmer la belle performance de l'an dernier avec un cut cette semaine et pourquoi pas mieux demain après-midi, quoi. De ce 3e tour, Greg ramène une carte dans le par qui lui permet de gagner quelques places, mais il ramène aussi pas mal de frustration pour avoir, après 12 trous, pointé à -2 avant de concéder 2 bogeys sur les trous 14 et 17, pour avoir aussi manqué 2 petits putts au 15 et au 18, des putts qui, dedans, lui auraient peut-être permis demain de viser une place parmi les 20 premiers. Un peu déçu forcément de finir comme ça. J'aurais aimé bien sûr entrer ce putt au 15 et aussi celui du 18. Ça aurait fait que cette journée aurait été un poil plus joyeuse, mais malgré tout c'est un bon score. Le par est un bon score dans un US Open. J'ai essayé de m'appliquer vraiment, même après forcément un peu de frustration au fil de ce parcours, parce que j'ai l'impression de mériter mieux qu'un par, quoi. Il n'y aura pas de joueurs américains dans la dernière partie demain, mais le public se contentera certainement de l'affiche de cette finale, McIlroy contre le reste du monde, épisode 2, après celui du Masters d'Augusta.